Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir donc à cette table ronde dédiée à un sujet majeur pour les entreprises européennes aujourd'hui, la CSRD. Donc cette directive sur le reporting de durabilité des entreprises. Dans ce contexte donc de transition écologique et sociale, elle pousse les entreprises à revoir leur approche de l'impact. Cette directive ne se limite pas à la simple exigence de produire un rapport. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'elle touche vraiment au cœur de la stratégie des entreprises en réaffirmant que le reporting extra-financier est un levier clé pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux de notre époque. Un peu de contexte quand même. La CSRD a été adoptée donc dans le cadre du Green Deal européen. D'ailleurs, quand l'Union européenne a décidé de lancer le Green Deal, elle a fait preuve d'un leadership sans lequel la dynamique internationale actuelle sur la transition climatique et écologique n'aurait pas été la même. Et donc, contrairement à sa prédécesseur, la CSRD s'adresse désormais à un éventail beaucoup plus large d'entreprises et impose des normes harmonisées pour le reporting, ces fameuses ESRS dont on parlera probablement un petit peu juste après. Et donc aujourd'hui, comme les détails techniques continuent d'évoluer, avec notamment la simplification attendue avec la directive dite Omnibus, qui devrait clarifier et alléger certaines exigences dès le 26 février prochain, je vous propose donc de dépasser le cadre strictement réglementaire. Du coup, ce n'est pas uniquement la conformité qui est en jeu, mais bien la capacité des entreprises à intégrer en profondeur leurs impacts environnementaux et sociaux dans la stratégie globale. Donc la question qui nous occupe aujourd'hui, contrainte ou opportunité, dépend largement de la manière dont les entreprises saisissent cet outil. Et en nous concentrant également plus sur le fond, c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Donc Fanny Barthélémy, j'accompagne les entreprises de la filière à mettre donc la RSE et la CSRD au cœur de leur business et j'aurai le plaisir donc d'animer cette discussion. Et pour explorer donc ensemble ce sujet, j'ai le plaisir donc de vous présenter notre panel d'experts et d'acteurs de la filière. Et donc je vous présente donc Frédéric Voll, qui est cofondateur de Food & Wine Pilot et directeur donc développement. Marion donc Branton, qui est responsable RSE du groupe Bollinger. Carole Déovan, qui est directrice marketing stratégique et RSE Arvitis. Et Roger Averbuck, qui est associé responsable agribusiness chez KPMG France. Et je vous souhaite donc une table ronde riche en échanges et en réflexions stratégiques. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc poser la même question à nos participants. Alors, si vous deviez décrire la CSRD en un mot, quel serait-il? Et je vous laisse la parole. Allez, il faut se lancer. Alors, on me dit souvent que je suis un peu monomaniaque, donc je vais dire data, mais je vous expliquerai après pourquoi. Bon, on aura un peu plus de détails après alors. Ok, ça marche. Bonjour à tous. Moi, je dirais transformation. Transformation dans le sens où c'est assez nouveau pour le groupe Bollinger. On n'était pas soumis, nous, à la DPF dont parlait Fanny auparavant. Et transformation dans le sens où ça nous permet vraiment de développer une approche commune sur les sujets ESG et vraiment de structurer notre approche déjà existante. Bonjour à tous. Donc Fanny, moi pour te répondre, je dirais le mot structure. Arvitis est une société familiale qui existe depuis 45 ans à peu près et qui du coup, dans une démarche de progression continue, a besoin de se structurer et du coup, c'est le premier terme qui m'est venu avec toutes ces conformités et ces réglementations liées à la CSRD, donc structure. Moi, je vais prendre parti tout de suite. Et je vais dire opportunité. Et je crois que fondamentalement, quelque chose qui est extrêmement intéressant dans la CSRD, c'est qu'elle oblige à se définir des objectifs. Et donc, quelque part, elle oblige à répondre à la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, entreprise, moi, manager, moi, entrepreneur, en termes d'objectifs et comment j'intègre la durabilité dans mon business.
Parfait, merci, merci beaucoup. Et du coup, bon alors ça y est, donc Roger, vous êtes engagé là clairement dès le début, vous avez pris parti. Et donc du coup, comment voyez, est-ce que vous pouvez nous donner une vision plus globale sur l'importance du reporting extra-financier que vous voyez aujourd'hui, l'évolution au niveau des entreprises? Alors, ça va surprendre personne. Je vais trouver que le reporting et les normes, elles sont utiles. Et elles sont utiles pour plusieurs raisons, en fait. La première chose qu'elles fournissent, c'est qu'elles fournissent des méthodes qui sont partagées pour être transparents. Donc, elles permettent d'avoir un discours qui est partagé, des méthodes de calcul qui sont partagées, et donc de comparer les acteurs les uns par rapport aux autres. La deuxième utilité, très clairement, qu'elles ont, c'est qu'elles fournissent un certain nombre d'outils qui sont reconnus. On va parler de double matérialité, par exemple, et qui fournissent une vraie boussole pour réfléchir et travailler autour de la durabilité. Et puis, dernier point, je pense que on ne peut pas oublier que toute entreprise a des parties prenantes externes, un certain nombre de consommateurs finaux, un certain nombre de clients, des distributeurs, un certain nombre de financeurs, pour qui c'est important, pour qui l'environnement est important, pour qui le travail que l'on fait sur la dimension humaine est importante. Et donc à partir de là, répondre et être outillé pour répondre à ces questions en disposant d'un vocabulaire qui est partagé, c'est un élément qui est extrêmement important pour être capable de communiquer. La base du dialogue, c'est de partager une manière d'échanger. Voilà, on partage une langue, on se comprend. Eh bien, les normes, elles permettent d'avoir ça et de faire qu'il y a un dialogue qui existe et de faire qu'il y ait une compréhension entre les acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Et justement, plus précisément par rapport à ces normes, comment voyez-vous l'apport de la réglementation par rapport à ce sujet justement de données extra-financières? La réglementation elle-même, je pense qu'elle suit en fait, elle précède pas, hein, elle suit la réglementation toujours. Elle suit un mouvement de transformation de fond des acteurs. Et sauf à penser que dans le monde du vin, la nature n'a pas d'importance. Je laisse chacun réfléchir à ça, hein, et prendre sa position. Sauf à penser ça, je pense que les normes et les réglementations, elles obligent, dans un tempo que maintenant on trouve oppressant, puisqu'on découvre, comme d'habitude, quand les échéances se rapprochent, qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Mais elles obligent à agir et elles obligent finalement à la fois à être transparents et à la fois à se donner une direction. Donc je pense qu'elles sont à la fois structurantes, je vais reprendre le terme, elles fournissent de la méthode et puis elles obligent à se projeter sur une trajectoire. Là aussi, il semblerait, hein, si on en croit les consensus scientifiques, qu'on a quand même tous intérêt à être sur une trajectoire de transformation. Donc effectivement, un but, un objectif avec une trajectoire et probablement des rapports qui peuvent effectivement se comparer, parce qu'une harmonisation dans la collecte, dans les données demandées, dans la collecte de ces données. Et si on en vient plus spécifiquement, du coup, Roger, plus spécifiquement à la CSRD, on le verra donc après pour la mise en application justement, mais quels sont les principaux défis que vous constatez chez vos clients lorsqu'ils démarrent l'exercice? Parce que là, finalement, pour certains, il vient de démarrer là. Alors, certains démarreront d'ailleurs dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Et certains ont déjà plus que démarré, ils ont fini leur cycle et ils publient déjà. Nous, on a accompagné plus d'une centaine d'entreprises, plutôt bien évidemment des grandes ou très grandes entreprises, puisque les échéances étaient plus tôt. Le premier défi que l'on voit, c'est de construire une gouvernance autour de la durabilité qui n'est plus uniquement un silo porté par un directeur, une directrice RSE, mais d'avoir un engagement global de l'ensemble du comité de direction, de l'ensemble des décideurs.
Donc ça veut dire une appropriation, un engagement. Ça, c'est vraiment le premier élément, parfois de difficulté, ou en tout cas de transformation qu'il faut mener en interne. Deuxième élément qui peut être compliqué, c'est il y a un dialogue avec les parties prenantes. Il peut être long, il peut être un peu compliqué et il nécessite de l'énergie pour le mener à bien de manière qualitative. Troisième élément que l'on voit souvent, j'ai beaucoup parlé d'objectifs. Ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que ce n'est pas facile de se fixer des objectifs, ce n'est pas facile de répondre à où est-ce qu'on veut aller, à quelle vitesse, à quel niveau d'ambition, tout en sachant que ça veut dire transformer souvent profondément le business. Et donc là, on a pas mal de tâtonnements et pas mal de difficultés à la fois se projeter et à structurer ça avec une méthode et avec une approche scientifique. Et puis le dernier point, alors voilà, Frédéric, ça va introduire. On a bien évidemment, on en parlait d'ailleurs juste avant, de la difficulté à gérer la donnée, à construire le reporting, puisqu'on est sur une nouvelle matière qui, dans bien des cas, n'est aujourd'hui pas mesurée, n'est pas dans les systèmes d'information. Et donc, il faut, au-delà d'identifier, ça c'est assez facile, ça prend du temps, mais c'est pas le plus compliqué d'identifier ce qu'on veut mesurer. Ensuite, il faut des process, des outils, réfléchir à la structure de données et à qui est propriétaire de la donnée. Et tout ça sur un nombre de points de mesure qui est quand même relativement conséquent. Et c'est dans tout ce que j'ai dit, dans les 4 points que j'ai cités, c'est certainement celui qui est le plus long de passer d'un mode d'une entreprise qui ne mesure pas, n'est pas structuré, à quelque chose qui est processé, automatisé et qui, après-demain, coûte pas trop cher à être mis en œuvre. Et du coup, peut-être juste en quelques mots, est-ce qu'il y a quelques conseils pratiques là par rapport à ce que vous venez d'indiquer? Allez, comment on peut faciliter ça? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'anticiper. Voilà. Donc, le chemin est long. Le chemin, c'est au minimum une petite année, la transformation, de passer de rien et être capable de produire un rapport de durabilité. Donc, si on veut mener la transformation au bon rythme, c'est mieux de la lancer le plus tôt possible et de se donner le temps de faire les choses sereinement. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est travailler l'appropriation et la compréhension. Il y a beaucoup de jargon, qui n'est pas connu, qui n'est pas compris. Et comme je l'ai dit précédemment, il faut embarquer beaucoup d'acteurs. Donc il faut faire comprendre, il faut expliquer, et il faut réussir à être pédagogue sur qu'est-ce que ça va apporter et pourquoi c'est important. Et puis peut-être le dernier conseil, c'est je prêche pour ma paroisse, mais ne pas oublier d'être accompagné par des sachants. C'est une matière qui est complexe. Donc si on veut à la fois tenir des délais et maîtriser la complexité sans réinventer la roue et sans payer beaucoup plus cher, je pense qu'il y a un formidable accélérateur d'être accompagné par des gens qui l'ont fait, et précisément dans le secteur où vous êtes, puisqu'il y a plein de spécificités. Oui, la connaissance du secteur, effectivement, est importante compte tenu de ces spécificités. Tout à fait. Et bien, du coup, maintenant, je vais donner la parole à ceux qui, ça y est, sont sur ces sujets au quotidien. Et donc, Carole et Marion. Donc, je vais commencer par ce qui fait un peu mal, mais j'espère quand même qu'on va arriver vers du bon là, à la fin des questions. Donc, du coup, pour vous deux, quelles ont été en lien aussi d'ailleurs avec ce que vient de dire Roger, quelles ont été vos premières impressions et difficultés pour la mise en œuvre, justement face à la mise en œuvre de la CSRD? Je démarre. Nous, les premières impressions, en tout cas moi personnellement, ça a été quelque chose de complexe. Enfin, sincèrement, vous en parliez sur les sigles, le vocabulaire, comprendre la gymnastique d'esprit que ça
induit derrière, réfléchir en brut, des termes voilà, qui vont un peu loin et vraiment dans une philosophie de travail assez différente. Donc la première impression était plutôt au secours. Et puis, plus le temps passe et sur la manière de mettre en route le projet, on a commencé il y a maintenant à peu près 5 à 6 mois, quelque chose comme ça, et ça a été de réfléchir aux bons interlocuteurs pour travailler sur le sujet. Vous en parliez aussi, Roger, d'intégrer l'ensemble des parties prenantes dirigeantes de la société et concernées par nos sujets, pas uniquement une direction financière. Et du coup, voilà, que les participants, dans un principe de groupe de travail, avec nous, on a toute une organisation RSE avec des sponsors, des groupes qui travaillent à l'intérieur selon des piliers et des champs d'action. Du coup, de vraiment trouver les bonnes personnes pour avoir suffisamment de recul, être complémentaires dans leur profil et que la considération de l'ensemble des enjeux soit vue par différents profils et différents prismes. Voilà. Donc vous avez intégré effectivement la CSRD du coup dans votre organisation du coup au niveau de la suivi Complètement, que vous aviez. complètement. C'est vraiment complètement calqué, intégré. C'est là pour le coup, c'est quasiment aussi les mêmes personnes qui travaillent. Non, il y a un DAF en plus, enfin normal. Mais du coup, voilà, c'est vraiment complètement intégré à la dimension et à la réflexion RSE. Merci. Marion. Et de notre côté, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent sur ce qui a été dit. Sur les premières impressions, ce fameux jargon, parlons-en, c'est vrai que c'est assez opaque, c'est assez complexe, c'est très procédurier aussi. Donc ça, c'était mes premières impressions qui étaient quand même relativement négatives. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de craintes aussi autour de ce process. Donc maintenant, avec du recul, nous, ça fait moins longtemps que dans le cas de Carole qu'on a commencé, ça fait que quelques mois, mais avec du recul, je m'aperçois qu'en décortiquant aussi les phases, on se rend compte du challenge à accomplir, mais aussi de l'opportunité en fait de transformation pour le groupe. Donc c'est ça qui est intéressant. Et sur les difficultés qu'on a rencontrées, pour te répondre aussi, Fanny, sur la question, la première chose, je pense que ça a été d'embarquer en interne, embarquer les collaborateurs, embarquer le CODIR, comme ce qu'on disait juste avant, pour en fait transformer cette partie réglementaire et enfin aller au-delà de cette partie réglementaire et montrer aussi l'opportunité de transformation qu'on aura derrière pour le groupe. Et la seconde difficulté, je pense que ça a été de trouver la bonne approche qu'on souhaitait, nous, pour le groupe Bollinger, sur comment gérer la CSRD, dans le sens où ça demande quand même pas mal de ressources, notamment je pense aux ressources aux collaborateurs qui doivent être impliqués surtout sur cette première étape de double maternité, mais aussi après. Et donc c'était de trouver l'approche qui nous permette d'être rigoureux au sens de la CSRD, mais de s'adapter aussi à nos ressources disponibles en interne. D'accord. Et alors justement, cette fameuse double matérialité, allez, donc parlons-en. Est-ce qu'elle a changé du coup, la manière dont vous percevez vos enjeux ESG ? Carrément, et c'est tout l'intérêt du in and out, entre guillemets, de voilà, sortir uniquement du regard financier. Et c'est pour moi le principal point, c'est de sortir aussi des grandes lignes de réflexion sur l'environnement résumé au carbone. D'autres problématiques sont venues dans des discussions. On a pris du temps à discuter et à traiter et à analyser d'autres enjeux de SRS qui, jusqu'à présent, n'étaient pas suffisamment considérés. Et pour moi, c'est vraiment toute la vertu de l'exercice. C'est vraiment pas du tout limite, on n'a pas de réflexion financière dans l'analyse qu'on est en train de faire. Et cet exercice de double matérialité, pour moi, il est vraiment stimulant et intéressant à ce niveau-là, d'une considération beaucoup plus large, beaucoup plus exhaustive. Pour vous donner un exemple, on a passé, je sais pas, sur une réunion, je sais pas combien, voilà, on a passé un certain temps sur un sujet qu'on aurait pu, je pense, jamais évoqué ensemble, qui était sur un point sur les lanceurs d'alerte, et qui, pour moi, justement, montrait l'intérêt de voir beaucoup plus large que juste un regard financier, une analyse financière. Alors nous, de la même façon, on est encore un petit peu moins avancé que du côté de Carole, mais donc la double matérialité, la fameuse étape de double matérialité, on est encore en train de la mener. Donc pour l'instant, on n'a pas le résultat final, mais de ce qui ressort sur les enjeux préidentifiés pour le moment, ça reste assez dans la lignée de ce qu'on avait en tête sur les enjeux de durabilité pour le groupe et sur les plans d'action qu'on avait commencé à mettre en place dans le cadre de notre stratégie. Pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Carole, sur la partie financière, en tout cas, l'avantage que je vois aussi sur la CSRD et la double matérialité qui en fait partie, c'est qu'on est vraiment amené à discuter ensemble et à travailler ensemble avec le directeur financier. Et ça, je pense que c'est aussi le gros changement de vraiment avoir cet aspect environnemental, social et financier. Et donc, dans ce sens-là, en tout cas, ça, c'est positif pour le moment.
Oui, on voit là donc l'importance d'imbriquer finalement RSE et direction financière sur ces sujets. Alors peut-être pour être quand même clair, donc effectivement, avec la CSRD, donc la première étape, c'est effectivement faire son analyse de double matérialité. Alors je ne suis pas sûre que ce soit très clair pour tout le monde. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que cette analyse de double matérialité et en quoi ça change par rapport à ce qui se faisait vraiment précédemment? C'est que l'entreprise fait le point et reporte sur l'impact qu'a l'environnement et le social sur son activité. Ok, mais ça c'était déjà fait. Donc d'un point de vue financier, qu'est-ce que quel est l'impact du changement climatique sur mon business aujourd'hui et en termes mais là du coup en termes d'euros clairement. Et l'autre impact et qui est là, donc cet aspect double matérialité. Donc qu'est-ce que le second niveau sur lequel je dois reporter, ce que je dois analyser, c'est effectivement l'impact de mon activité, moi en tant qu'entreprise, sur les enjeux ESG. Et la lecture doit donc bien être faite à travers ces deux aspects, donc la partie impact, donc ESG, et donc sur l'ESG, et la partie du coup financière. Okay, donc ça effectivement pour précision sur la double matérialité. Et alors, vous avez effectivement commencé à nous en parler, mais est-ce que vous voulez peut-être préciser comment vous avez mobilisé vos équipes en interne pour cet exercice? Mais effectivement, donc déjà, on a vu embarquer la direction, qui est un peu plus de synergie peut-être entre RSE et finance. Et peut-être d'autres points. Nous, il y a eu deux facteurs peut-être. Le premier, ça a été de jouer sur, j'aime pas le dire jouer ça, mais on l'a quand même fait, de jouer sur la dimension obligatoire. Et du coup, par ce point-là, forcément, les gens se rendent un petit peu plus disponibles, même si c'est pas forcément spontanément qui se seraient présentés et joués à l'exercice. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est de les intégrer en fait dans le choix du partenaire avec qui on s'est fait accompagner. Et du coup, ça, on avait réfléchi et proposé différents partenaires, prestataires de conseils et différents profils. Et on a fait une analyse ensemble avec tous les membres du groupe de travail pour que chacun aussi se dise tiens, j'ai ma part de voix et moi aussi j'ai envie de voter entre guillemets dans qui nous accompagnera pour faire l'exercice. Et je pense qu'avec du recul, c'était aussi un facteur de motivation, en tout cas d'implication peut-être supplémentaire. Et c'est comme ça qu'on a choisi KPMG. Alors oui, il y avait cette étape de sensibilisation de la direction, mais encore une fois, sans s'être concerté auparavant avec Carole, on a monté une sorte de comité, si je puis dire, RSE pour commencer, comité en tout cas CSRD, pour commencer à aborder comment nous souhaiterions envisager la CSRD. Et je pense que ça a participé effectivement à aussi une sorte de sensibilisation un petit peu... sans y penser forcément, mais ça a embarqué une partie en tout cas de la direction au sein du siège. Et ensuite, au niveau des filiales, parce qu'il y a plusieurs filiales au sein du groupe Bollinger et qui vont devoir être entendues dans le cadre de cette CSRD. Et par rapport à cette problématique de ressources que je mettais en évidence aussi au début de cette conférence, ça a été de trouver en fait 1 à 2 référents dans chaque filiale qui puisse être notre porte-parole dans le cadre de ce process CSRD, qui puisse aussi faire le lien dans chaque filiale, dans chaque maison et dans chaque filiale de distribution pour ensuite avoir une seule voix à la fin dans le cadre de la CSRD. Et est-ce que du coup, Carole et Marion, est-ce que justement, est-ce que vous avez pu constater, ou pas, vous allez me dire, est-ce que ça a facilité ou permis aussi aux différentes filiales, parce que finalement, il y a vous êtes à peu près, la structure est à peu près la même, aux différentes filiales de communiquer un peu plus, un peu différemment. Est-ce qu'il y a eu un apport là-dessus? Nous, encore une fois, c'est en cours sur la double maternité notamment. Donc on est vraiment au début de notre CSRD. Ça fait 2-3 mois qu'on est dessus. Et je dirais c'est vrai qu'au sein il y a plusieurs échelons de bénéfices, si je peux dire. Le premier, c'est vraiment au niveau des collaborateurs, en effet, donc avec un lien plus fort avec les filiales, donc entre le siège et les filiales, mais également, comme tu le dis Fanny, au sein des filiales, avec ces discussions qui ne sont pas des discussions qu'on a habituellement sur vraiment ces enjeux, mais réfléchir vraiment profondément, stratégiquement aux enjeux ESG et d'avoir ce temps de discussion parce qu'il est obligatoire, mais du coup on le transforme en opportunité. Ça nous permet d'avoir vraiment un temps d'échange avec ces sujets au cœur de l'entreprise. Et donc, ça favorise ces échanges aussi entre les filiales. Et je dirais que l'autre partie du bénéfice, c'est vraiment au niveau des instances de direction.
auprès de notre CODIR, auprès de notre conseil d'administration, puisque grâce en fait tout ce qu'on apprend via la CSRD, via cette analyse de double maternité, on peut en reparler ensuite au CODIR, en conseil d'administration, et en fait de nouveau ça pousse ces sujets, ça remet ces sujets sur la table et ça permet de continuer aussi la sensibilisation qui ensuite découle des instances de direction jusqu'à l'ensemble des collaborateurs. Nous, on n'a pas fini notre matrice de double matérialité, c'est quasi abouti. Mais ce qui est intéressant aussi dans la manière dont on a fait, qui pour moi était un des bénéfices pour te répondre, Fanny, on a eu tous une vue d'ensemble sur la réflexion, sur la matrice, etc. Et après, on s'est répartis par petits groupes les différents enjeux. Et après, on s'est retrouvés pour partager nos points de vue. Et du coup, en fait, pour avoir justement une notation partagée de tous, ça nous a forcé à nous aligner et à nous dire, on est tous d'accord pour se dire ça ou pour se dire ça, et du coup partager le point de vue de l'autre, l'entendre et puis lui dire bon ok là t'as raison, je te rejoins, finalement là non, nous on pensait que c'était moins et tout. Donc je trouve que dans cette dimension justement de sensibilisation plus globale et d'alignement en fait et de considération des enjeux de l'un et de l'autre, c'était super intéressant à ce niveau-là. Et qu'un directeur d'exploitation de vignoble de 500 hectares à Bordeaux entende le point de vue d'un DAF avec qui il ne communique pas nécessairement tous les jours et avec une responsable RSE et avec une juriste, du coup, ça permet vraiment de prendre un recul collectif et d'avoir une prise vraiment de conscience et de recul à plusieurs, mais de la même manière. Donc, quelque part aussi un peu un effet d'entraînement qui est intéressant et qui se transforme vers l'opportunité dont vous parliez tout à l'heure. Et alors, donc, on a bien compris. Ça y est. Donc, l'exercice de la double matérialité n'est pas encore terminé. C'est le début. Et est-ce que vous avez pu identifier quelques autres bénéfices au-delà de ce que vous venez de mentionner? En fait, avec la potentielle directive Omnibus, la directive Omnibus, nous, on était bien lancés, c'était chouette. Et puis finalement, ça nous a mis un tout petit coup d'arrêt. Et j'ai eu un peu de regret parce que finalement, j'ai senti une certaine émulation. Et même, par exemple, le secrétaire général, qui est d'une génération plus âgé, etc., s'est prêté, a été participant dans l'exercice alors qu'il n'est pas dans notre champ d'acteurs RSE. Et même lui, j'ai pu sentir une mini once de déception en se disant on ne se revoit pas tout de suite à cause. Donc du coup, voilà, pour moi, il y a eu quand même un degré de motivation et de vraiment entraînement plus global sur une analyse plus globale là aussi que de la finance. Oui, je partage complètement et je pense que ça va... Là, on est dans les premières phases de la CSRD, mais ensuite viendra le reporting. Et clairement, ça va nous aider aussi à structurer notre reporting au niveau du groupe. Donc j'espère que cette loi Omnibus sera en notre faveur. Bon, en tout cas, là, on sent un bel élan dans tout ce que vous venez de nous présenter. Et c'est même du coup ça, voilà, très, très optimiste et très, très positif en tous les cas. Et bien justement, quand on est un petit peu plus tard, donc Frédéric, quand là on rentre dans la partie reporting, collecte, etc. Comment est-ce que Wine Pilot peut-il faciliter, et on a bien compris quand même qu'un peu d'aide était la bienvenue, et donc faciliter et accompagner concrètement les entreprises donc dans le suivi des enjeux matériels. Donc une fois qu'on a déterminé qu'ils étaient donc matériels, en gros c'est juste qu'ils étaient importants, hein, voilà le synonyme, et comment on suit la trajectoire qu'on doit indiquer. Est-ce que vous pouvez nous donner donc une vision justement globale de la plateforme, de l'outil, et surtout quelques exemples concrets? Très bien, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui? Ok, super. Écoutez, ça va faire une bonne transition. Moi, je vais vous parler de data, d'outils, et toute la discussion qu'on vient d'avoir, elle n'est pas autour des data et des outils. C'est d'abord du management, c'est d'abord de la sensibilisation, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'échanges. À un moment donné, il faut aussi pouvoir mettre des indicateurs pour aller jusqu'au reporting. Donc en fait, je vais prendre le ballon que vous me donnez sur la vision, l'ambition, et d'aller vers le reporting, et de la manière la plus simple possible et la moins douloureuse. Parce que dès qu'on parle reporting, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de passionnés de reporting ou d'Excel.
Donc en fait, c'est pour ça que les outils digitaux aujourd'hui ils permettent d'être conviviaux, ils permettent d'aller chercher de la donnée là où elle est et de pouvoir finalement aider et être en support et en appui de la démarche qui vient d'être initiée. Donc on doit pouvoir lancer des slides, voilà. Comme j'ai une plateforme, j'ai des éléments à vous présenter. Je ne vais pas vous faire une démo. Donc je vais vous parler de Wine Pilot. Moi, je suis Frédéric Voll, je me suis présenté tout à l'heure. Et alors, un petit mot d'introduction, puisqu'en fait, Wine Pilot, c'est une marque de Positive Solutions. Donc, vous voyez du Food Pilot, du Wine Pilot et du Positive Solutions. Première chose, on est des spécialistes de ces filières-là, les filières food et la filière wine. Quand on dit qu'on est spécialiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les émissions, le stockage du carbone, il y a des spécificités dans la filière viticole qui ne sont pas la même chose que dans l'aéronautique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a été choisi par KPMG. On s'est choisi mutuellement en tant que partenaire parce qu'on a cette spécificité. Bon. Alors la grosse roue que vous voyez là, c'est comment ça fonctionne une plateforme. Alors c'est écrit en tout petit, c'est pas passionnant, hein. Ça collecte des données, ça reporte, etc. Parce que mon propos, c'est de dire quoi? C'est ça que vous avez une petite bulle, vous avez la CSRD, c'est ici. En fait, la CSRD, vue d'une plateforme, c'est finalement une publication comme une autre. Comme une autre. On a beaucoup de données dans l'entreprise, on gère beaucoup de données tous les jours, la RSE, l'affichage environnemental, tout ça, c'est des jeux de données sur des produits ou sur des entreprises. Et finalement, la CSR2, c'est une manière de les présenter un petit peu différemment par rapport à des choix qui sont faits, par rapport à de la matérialité, etc. Donc en fait, mon propos, ça va être de se dire, mais finalement, ne faisons pas un couloir de nage supplémentaire dans l'entreprise. Ne créons pas une équipe dédiée qui va travailler que sur la CSRD. Ce sont les mêmes équipes qui travaillent sur la data. Donc ça, c'est la roue. Donc nous, dans notre approche, on est une plateforme SWAS. Donc après CSRD, SBTI, voilà, donc on va rajouter SWAS. SWAS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Solution with a Service. Vous avez les plateformes Solution as a Service. C'est-à-dire on vous met une plateforme entre les mains. Voilà, sncf.com, vous commandez votre train, vous avez besoin de personne. Une plateforme sur la durabilité, on a besoin de consultants. On a besoin de gens qui sont sur le terrain et qui viennent accompagner. C'est le rôle de Fanny, c'est le rôle des équipes de KPMG, c'est le rôle de Didier Livio qu'on voit là. Et donc, tout ça, donc, le propos introductif, c'est que ce n'est pas une plateforme et pas de consultants, c'est les deux, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et qu'on est le plus efficient. Voilà, donc si je continue dans la présentation, un peu de méthode et après je vais vous montrer les éléments. En fait, ça a été un peu abordé, la méthode. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le parcours CSRD. Donc, vous êtes peut-être dans ce cas-là. Vous voyez, vous retrouvez des mots sur le conseil, la double matérialité, la stratégie RSE. Vous êtes déjà certainement en train de travailler sur ces sujets-là. Là, l'ordre dans lequel est prise cette diapo, et c'est notre angle, c'est pour ça que j'ai dit data tout à l'heure, c'est que avant, où sont les informations? Où sont les trous dans la raquette? Dans les filières viticoles notamment, quand on achète du vin ou quand on achète des mous, c'est compliqué d'avoir l'information parce que notre fournisseur, il n'a pas l'habitude de donner des informations sur les pratiques. Donc on sait qu'on a des trous dans la raquette, donc il faut les déterminer, les accepter et aussi avoir un plan de progrès. C'est-à-dire que chez certains fournisseurs, on le voit chez des clients, chez un fournisseur, une coopérative, on va avoir un jeu de données en disant l'année prochaine, on aura peut-être un peu plus, etc. etc. Donc l'ingénierie de data, c'est le premier aspect. Ensuite, on a, à travers du conseil, la double matérialité, la stratégie RSE et les indicateurs RSE. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut partir de votre stratégie RSE. Il n'y a qu'une stratégie. Il n'y en a qu'une stratégie. Il n'y a pas une stratégie RSE, une stratégie et une stratégie CSRD. Il n'y en a qu'une. Et donc la CSRD, elle doit venir épouser cette stratégie RSE. Et donc vous voyez qu'ensuite, on est sur les aspects techniques du choix des ESRS, de la double gap analysis. Et ensuite, on revient sur la question de la data. Pourquoi? Parce qu'à la fin du parcours, data points quantitatifs. Et là, quand on regarde la réglementation, c'est 1400 ou 1200. Et là, on fait waouh, je ne vais jamais y arriver. On va le voir dans la diapositive d'après. On n'est pas obligé de reporter sur 1440 data points, heureusement. Et la publication à bord. Donc ça, c'est les éléments de méthode. Tu me dis si je suis...
Alors peut-être donc on a précisé ce qu'était la double matérialité. Ensuite donc peut-être les ESRS, je ne sais pas si le terme est clair enfin voilà est compréhensible pour tout le monde. En gros c'est les normes, les standards thématiques sur lesquels je dois reporter le climat, l'eau, la pollution, etc. Et je crois qu'il y avait, allez, gap analysis. Donc, en gros, l'objectif de ma double matérialité, c'est quoi? C'est de déterminer ce qui est donc matériel et ce qui est important pour moi, parce qu'effectivement, je ne vais pas avoir à reporter sur le 1200 data points. Data points, c'est en fait, c'est des data, c'est de la mesure, quoi. Okay, enfin, ça peut être qualitatif et quantitatif, mais c'est ce sur quoi on nous demande de reporter. Donc, je fais ma double matérialité pour savoir ce qui est important pour moi, ce sur quoi je vais devoir reporter. Et ensuite, gap analysis, ok, je sais sur quoi je dois reporter maintenant, ce qui est matériel pour moi. Ce sur quoi je reporte aujourd'hui, et puis je fais une analyse d'écart. Ok, quelles sont les nouvelles données que je vais devoir collecter? Voilà, juste pour préciser. Alors, dans la première étape qu'on a précisée tout à l'heure, l'ingénierie data, alors c'est une diapo qui fait un peu mal aux yeux, il y a beaucoup de couleurs. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On part en fait d'une pyramide d'indicateurs avec des piliers. Donc on part de la RSE. La RSE, sur un axe environnement, vous avez défini des indicateurs et on part de ces indicateurs-là. Il y a des indicateurs qui sont au niveau de la direction générale, 6 à 10. Il y a des indicateurs qui sont au niveau intermédiaire, 20 à 50. Et au niveau opérationnel, ce qu'on observe dans les filières viticoles et agroalimentaires, c'est qu'avec 100 à 250 indicateurs, on peut piloter parfaitement la RSE. Et c'est sur ces 250 indicateurs qui nous servent de matière pour reporter sur la CSRD. Donc tout à l'heure, on a dit 1200, là on est à 250. Donc on voit qu'en partant de la stratégie RSE, on est en capacité d'une seule main d'alimenter votre stratégie RSE et de pouvoir fournir les éléments sur la CSRD. Les 3 flèches qui remontent, ce qui est important, vous ne voyez peut-être pas, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est ce qu'il y a un peu sous le tapis, là, c'est toutes les données. Toutes ces données-là, vous avez un ERP, vous êtes SAP, il y a des données qui existent. Quand on est dans le monde agricole, agroalimentaire, enfin agricole et viticole, il y a des farm management systems. Les pratiques, elles sont dans SMAC, dans Mes Parcelles, dans un certain nombre d'outils. Et donc, on est en capacité d'aller chercher la donnée là où elle est, donc notamment sur les pratiques, parce que le scope 3 est important, pour ensuite les implémenter et pouvoir alimenter les 3 flèches. Donc, la RSE, la partie publication entreprise, CSRD, mais on peut parler d'ISO 26000, Bicorp, EcoVadis. Parce que voilà, on est aussi confronté aux entreprises qui ont plusieurs référentiels. Il n'y a pas que la CSRD et c'est le même jeu de données. Et puis un autre sujet dont on parle moins, mais dont on risque d'entendre parler dans le futur, c'est tout ce qui est autour de l'affichage environnemental, c'est-à-dire on-pack sur un produit donné, quel est le calcul de l'empreinte environnementale. Et tout ça, en fait, ça a comme base, comme matrice de la donnée qui est collectée, gérée au sein de l'entreprise. Bon. Nous, au côté OnePilot, on a donc la marque OnePilot est implantée à la fois dans des entreprises dont vous voyez les logos ici, avec une fonctionnalité de collecte d'informations, de téléchargement et de reporting, c'est le sujet d'ici. Et on a également une solution simplifiée qui s'adresse aux interprofessions dont vous voyez les logos ici. Mais je ne suis pas là pour faire de la pub. On est d'accord? Bon. Je suis là pour vous illustrer en fait la discussion qu'on vient d'avoir. Regardez, donc en fait, à quoi ça ressemble concrètement une plateforme et en quoi ça peut vous aider en tout cas aider les consultants, les responsables RSE à piloter la stratégie CSRD. Vous voyez des copies d'écran. En fait, on a ici, c'est Gérard Bertrand en fait qui avec des outils. Alors les chiffres sont pas bons, mais on a un premier écran qui consiste à dire quels sont les 6 indicateurs indispensables pour pouvoir valoriser la démarche RSE de Gérard Bertrand. 6. Je ne vais pas les commenter, ils sont là. Ils sont importants, ils sont partagés. Les commerciaux, l'étage du dessus, ils ont ces éléments-là et c'est ce qu'ils racontent à leurs clients. Là, ce que vous voyez de loin, c'est tout ce qui est le calcul de l'empreinte carbone produit par produit, référence par référence. Pourquoi? Parce que Système Bolaget, par exemple en Suède, aujourd'hui demande non plus un bilan carbone. Le bilan carbone de l'entreprise, il dit non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que tu me donnes l'empreinte carbone des produits que tu me vends. Donc, il faut les calculer. C'est ce que permet la plateforme. Vous avez ensuite en bas la trajectoire de réduction des émissions, poste par poste.
Voilà, M. Gérard Bertrand, est-ce que vous allez être neutre en carbone en 2050? Bien sûr, monsieur le client. Et comment? Et donc là, on a un certain nombre d'éléments. Et le dernier point, et vous allez comprendre, ça fait tout le lien, c'est tout ce que je vous ai raconté avant, ben ça atterrit sur la matrice de double matérialité. Pourquoi? Parce que la matrice de double matérialité que tu as précisé tout à l'heure, c'est bien donc des enjeux qui sont évalués. Et ces enjeux-là, derrière un point, il y a des actions, 5, 10 actions qui sont pilotées dans la plateforme pour reporter sur des indicateurs qui sont remontés. Donc en fait, vous voyez bien que, à travers ces illustrations, que c'est vraiment d'une seule main qu'il faut pouvoir appréhender ces sujets et pas d'avoir un outil qui sera consulté par la RSE ou le comptable. C'est bien un outil de pilotage de la transformation, de la structuration de l'entreprise. Voilà en quelques mots illustré. Donc on retrouve la matrice de double matérialité ici, derrière moi. Parfait, merci, merci beaucoup Frédéric. Donc là, on voit bien que pour le coup, on est arrivé, enfin là, on a bien parlé de transformation finalement de l'activité, transformation ou regard posé sur nos impacts en tant que sur nos impacts ESG en tant qu'entreprise, et comment est-ce qu'il était important, comment est-ce qu'on pouvait piloter justement aller vers atteindre ces objectifs et ces nouveaux objectifs. Donc, en tous les cas, ce que je ressens, enfin du coup, ce que je ressens là, c'est qu'on voit bien que, donc là pour le coup, a priori de manière unanime dans ce que j'ai ressenti, c'est que donc le reporting justement extra-financier ne doit pas être, en tout cas n'était pas perçu comme une simple contrainte administrative, qu'il constitue même une opportunité pour le coup, pour piloter, on va dire, une performance durable, attirer même parfois, et Roger avait commencé à l'évoquer, les investisseurs, certains investisseurs, dialoguer autrement, impliquer autrement l'ensemble des parties prenantes, internes, externes, parce qu'on n'est pas allé dans le détail effectivement de l'ensemble des parties prenantes, mais internes et externes, et du coup d'orienter effectivement l'entreprise vers des pratiques réellement alignées avec nos priorités climatiques et sociales. Et donc du coup, on voit bien donc, que les entreprises qui en feront un élément central de leur gouvernance, puisqu'on est bien allé jusqu'à la gouvernance, donc verront la CSRD, donc non pas comme du coup une contrainte, mais comme une belle opportunité. Voilà, qu'il est important d'en faire du coup un élément central de cette gouvernance. Et avant de passer, oui, peut-être à quelques questions-réponses, je vais vous laisser du coup, bien évidemment, le mot de la fin. Et un message, est-ce que vous avez un message clé? Alors, répondre plus clairement à la question, mais je pense que ça a été pas mal fait, mais en tous les cas, répondre plus clairement à la question, ou un message clé par rapport à ce sujet. En gros, avec quoi le public doit repartir sur la CSRD? J'ai envie de conclure en piquant une phrase qui n'est pas de moi. N'ayez pas peur. Allez-y, rentrez dans le sujet et faites avancer votre entreprise sur ces enjeux de durabilité. Je ne sais pas si moi je résumerai sur un seul mot, mais en tout cas, pour reprendre aussi votre terme, Roger, sur avancer, pour moi, c'est un levier d'évolution supplémentaire, la CSRD, dans une réflexion beaucoup plus globale de performance durable, d'engagement social, sociétal, environnemental, et quelque part, tant mieux, j'ai envie de dire. Et le point aussi dont on n'a pas eu le terme aujourd'hui, mais qui pour moi est important, c'est aussi sur la dimension de transparence. Parce que cet exercice aussi, avec une volonté de comparabilité des sociétés, quelque part, voilà, ceux qui joueront le jeu aussi auront le bénéfice de pouvoir afficher des choses parce qu'ils se seront donné du mal et ils auront mis les chances de leur côté, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui, pour moi, porte à de l'encouragement pour aller dans cette direction et qui, voilà, est aussi une manière de vivre avec son temps et d'accepter de devoir challenger tous ces défis RSE. De mon côté, donc c'est définitivement une opportunité. Je pense qu'on l'avait entendu à mon discours. Je dirais que concrètement aussi, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en fait, c'est une bonne. Enfin, il faut l'aborder vraiment de manière. La CSRD, il faut l'aborder en entreprise de manière positive, pragmatique, et aussi, il faut le voir comme une bonne manière
d'aborder un sujet au niveau collectif. Et c'est ça aussi qui est important, de bien s'entourer aussi dans son entreprise. C'est vraiment un sujet qui peut être géré que collectivement. Ça ne peut pas être la responsabilité que d'une seule personne. Mais en même temps, ça permet justement de développer ces échanges sur les sujets ESG et donc de participer à cette transformation. Donc c'est positif. Et enfin, ne pas aussi hésiter à se faire accompagner pour se détendre sur la question et l'aborder de manière plus tranquille, plus sereine. Ben moi, je dirais que c'est important d'être positif, ça a été dit dans la démarche. Alors n'ayez pas peur, je prolonge un peu ça et j'irai plus loin parce que la filière viticole, parce qu'on est ici à la Wine Tech et dans la filière vin, quand elle se compare, et c'est ce qu'on fait dans d'autres filières agroalimentaires, eh bien on est bon. On est bon. On est vachement bon en RSE. Mais vraiment. On en parlait sur des scores Bicorp d'une entreprise qu'on connaît ensemble. On est bon. Mais on a juste un peu peur. On a peur de la difficulté. Parce que, voilà. Et bien, en fait, quand on regarde ce que vous faites, ce que font vos fournisseurs, ben, vous êtes plutôt bon. Donc, en fait, je pense qu'il y a un message vraiment positif d'y aller, de se faire accompagner. Et en fait, on se rend compte que la marche n'est pas si haute que ça. Et quand on compare à d'autres, dans d'autres structures agroalimentaires que tu connais aussi, ouais, ben on peut dire qu'il y a du positif. Donc soyez confiants et positifs. Voilà. Merci beaucoup.